Bonjour, donc on reprend notre cours. Donc on va continuer sur ce qu'on a vu. Donc on abordera les trois catégories des milieux aimantés, les diamagnétiques, les paramagnétiques et les ferros. On va voir donc que les matériaux ferromagnétiques comportent deux classes importantes. Donc c'est des fers, ce qu'on appelle les fers, les milieux ferromagnétiques durs et les milieux ferromagnétiques ou bien les matériaux ferromagnétiques doux, ou bien ce qu'on appelle les fers durs ou les fers doux. On va voir donc leurs caractéristiques et après on traitera les circuits magnétiques. Donc on démarre tout de suite. On va voir maintenant l'aimantation des substances ferromagnétiques. Comment je peux aimanter une substance ferromagnétique? Comment faire pour aimanter une substance ferromagnétique? Eh bien, vous avez le schéma suivant que vous voyez là. Donc, vous avez une substance ferromagnétique sous forme d'un tore sur lequel est enroulé un bobinage. Ce bobinage est excité par un courant variable délivré par un générateur. Donc, j'ai la possibilité de faire varier le courant à l'aide d'un pont. De l'autre côté, j'ai un second bobinage qui reçoit juste le flux. Donc là, il n'y a pas de générateur. Donc, c'est juste un bobinage pour recevoir le flux. Donc, il me permet, donc il convertit le flux généré au niveau du primaire. Là, c'est un bobinage primaire et là, c'est un bobinage secondaire. Et là, vous avez un tore ou bien un ferromagnétique qui canalise le flux. Donc, le flux ou bien les lignes de champ générées au niveau du bobinage primaire sont canalisées par le fer et ils sont captés par le second bobinage, qui est le bobinage secondaire, qui les convertit en tension. Alors, cette tension permet de ressortir le flux. Donc, c'est un flux-mètre. Globalement, donc j'ai un circuit qui peut fixer l'excitation magnétique et un circuit qui me donne le champ B correspondant. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de tracer la caractéristique B de H du matériau. L'objectif, c'est de tracer B de H du matériau. Donc, je dois avoir, je fixe une valeur de H grâce au courant. La valeur correspondante du flux me permet de déterminer B. Donc, l'objectif de ce montage, c'est de tracer la fonction B, de tracer B en fonction de H. Qui dit B en fonction de H, dit flux en fonction de I. Le I est donné, ou bien l'intensité du courant est donnée par le générateur et le flux est capté par l'appareil qui est le flux-mètre. C'est grâce au bobinage secondaire. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, c'est ça donc le dispositif expérimental utilisé pour étudier la caractéristique d'un matériau ferromagnétique. Et là, je commence par la courbe de première aimantation. Qu'est-ce qu'on appelle courbe de première aimantation? C'est la courbe M de H B de H pour un ferromagnétique non aimanté.
pour un ferromagnétique non aimanté, c'est la courbe B de H ou M de H pour un ferromagnétique non aimanté. Comment faire pour avoir un ferromagnétique non aimanté? Pour avoir un ferromagnétique non aimanté, comment faire? Si vous prenez par exemple un fer, un clou par exemple, généralement un clou donc, possède une certaine aimantation faible. Donc il peut toujours attirer des petites choses légères. Mais si vous approchez un clou d'un aimant, à ce moment-là, il acquiert une aimantation. Donc il est déjà aimanté. Comment faire pour désaimanter un clou? Soit le taper mécaniquement de manière à créer un désordre au niveau du moment magnétique des domaines, ou alors le moyen le plus efficace, c'est de le chauffer au-delà d'une température qu'on appelle température de Curie. C'est une température critique qu'on appelle température de Curie. Donc, vous avez un aimant. Vous savez tout ce que les aimants attirent de l'émail de fer. Les aimants attirent de l'émail de fer. Voilà, vous avez un aimant. Un aimant, donc, vous prenez, vous l'approchez de l'émail de fer, donc il l'attire. Comment faire pour le désaimanter? Pour le désaimanter, soit le taper mécaniquement, donc de manière à désordonner, mais là, ce n'est pas très efficace, à désordonner les différents moments magnétiques qui sont alignés, qui sont à l'origine de l'aimantation, soit le chauffer au-delà d'une certaine température, c'est une haute température quand même. À ce moment-là, votre aimant perd son aimantation. Il perd son aimantation. Alors, partant d'un aimant qui a perdu son aimantation, je cherche à l'aimanter encore une fois, et bien la courbe B de H que j'obtiens, je l'appelle courbe de première aimantation. Donc là, je m'intéresse à la courbe de première aimantation, c'est la courbe d'aimantation M de H ou B de H, c'est comme vous voulez, d'un ferromagnétique non aimanté. Il n'est pas facile, donc un ferromagnétique, souvent, il a une certaine aimantation. Eh bien, pour s'assurer, donc, il faut le désaimanter. Ce qu'on appelle un matériau qui est vierge. Alors, je soumets ici un matériau désaimanté, donc, il n'a aucune excitation, donc, il n'a aucun champ. Donc, pour I égale à 0, donc, loi de tout courant, donc, GI égale à 0. Donc, un clou, par exemple, qui est désaimanté, ou bien un aimant qui est désaimanté, eh bien, il n'y a aucun courant, donc I égale à 0, et en même temps, il ne produit aucun champ. I égale à 0, en même temps, il ne produit aucun champ, donc B égale à 0. I égale à 0, le flux égale à 0. Donc, à ce moment-là, je peux mettre pour un milieu qui est désaimanté, je peux mettre ici, au lieu de H1, je peux mettre 0, 0 et 0, parce que H, on va voir qu'il est lié directement à I. Il est proportionnel à I. Donc, si I est égal à 0, H est égal à 0. Quelle est la relation qui relie H à I? Eh bien, vous avez le théorème d'Ampère généralisé appliqué à cette courbe, à cette ligne moyenne. Le théorème d'Ampère appliqué à cette ligne moyenne. La ligne moyenne, c'est le cercle de rayon R moyen qui est égal à R1. Voilà, vous avez R1. Voilà, ou bien R min. Et là, vous avez R2, R max, si vous voulez, R2. R moyen, c'est Rm, qui est égal à R1 plus R2 sur 2. Voilà. Et L moyen, c'est quoi? L moyen, la longueur de la ligne moyenne, c'est quoi? C'est 2pi fois R moyen. Donc, c'est donc pi fois R1 plus R2. Voilà. C'est ça donc la longueur de la ligne moyenne. Pi fois R1 plus R2. Donc, la longueur de cette ligne moyenne, c'est pi fois R1 plus R2. Donc, la circulation de H le long de la ligne moyenne, d'après le théorème d'Ampère, c'est la somme des courants réels qui se trouvent à l'intérieur, de la ligne moyenne, qui sont enlacés par la ligne moyenne. Donc, il y a ce courant-là, 1, 2, 3, etc. Donc, j'ai N. Si j'ai un bobinage de N spire, donc c'est NI. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le schéma N égale à 6.
Donc, la circulation de H le long de la ligne moyenne, donc ça me donne NI. Ça me donne NI. Bien sûr, il y a des courants d'aimantation qui sont aussi enlacés par la courbe moyenne, mais ils ne sont pas pris en considération par le théorème d'Ampère pour H. Il les ignore, il ne tient compte que des courants réels. Donc voilà, vous voyez, vous avez H qui est égal à NI sur L, la circulation de H le long de la ligne moyenne. Donc je circule dans le sens de H, dans le sens de B. Donc j'enlève alors les vecteurs. Il reste alors le produit des modules. H est constant. D'après la symétrie, il est constant sur la ligne moyenne. Je le mets à l'extérieur, ce qui me donne H intégrale de 0 à L moyen, c'est-à-dire de 0 à pi fois R1 plus R2, dl égale à NI. Donc, je trouve H égale à NI sur L moyen. Donc, pour chaque valeur de I correspond une valeur de H. La relation qui relie H à I, c'est NI sur L moyen. Donc, je connais I, je connais H. Voilà. Une fois I fixé, donc je connais la valeur de H. Et pour chaque valeur de I, je relève la valeur de phi correspondante. Pour chaque valeur de I, il y a une valeur correspondante pour le flux. Le flux, c'est B fois S. S étant constant, S, c'est cette section-là, elle est constante. Je déduis alors la valeur de B. Donc, ce dispositif expérimental permet de faire correspondre à chaque valeur de H la valeur de B correspondante. Voilà. De faire, donc, il permet donc de tracer le couple ou bien de déterminer le couple HB. H en abscisse et B en ordonnée. Voilà, je peux donc tracer ma caractéristique de H point par point grâce à ce dispositif. Donc, je répète, j'ai un matériau ferromagnétique pour lequel, qui n'a jamais été aimanté, ou alors qui a perdu son aimantation par une manipulation mécanico-thermique, donc par un traitement mécanico-thermique, donc il a perdu son aimantation, et je l'aimante. La première courbe que j'obtiens, je l'appelle courbe de première aimantation. Comment faire pour I égale à 0, j'ai H égale à 0, donc B égale à 0. Ensuite, j'établis une valeur de I, je relève la valeur de phi correspondante, ce qui me donne la valeur de B correspondante. Je change de nouveau donc la valeur de I, étant donné que j'ai un pont qui permet donc un diviseur de tension par exemple, qui permet de faire varier l'intensité, et ainsi de suite. Donc, pour chaque valeur de I que je fixe, j'ai la valeur de B correspondante. Ainsi, j'obtiens le couple H en abscisse et B en ordonnée. Les HI et les BI que je trace dans un diagramme, donc, et j'obtiens ma courbe de première aimantation. Eh bien, c'est ce qu'on va voir par la suite, là. Eh bien, la forme de la courbe de première aimantation est celle-là. Donc, M ou bien B, l'aimantation M, ou bien B en fonction, c'est la même chose. Donc, B en fonction de H. Donc, B en fonction de H, et là, cette allure-là. M en fonction de H, j'ai une saturation. Donc, au bout d'un certain moment, j'ai une saturation. Voilà, ça démarre à partir de 0. Ça démarre à partir de 0. Voilà la courbe tracée point par point de M en fonction de H. Voilà, M en fonction de H. Donc, je connais la valeur de BI, HI, et je trace donc M en fonction de H. M en fonction de H. Je fixe I, j'ai donc la valeur de HI. Je fixe l'intensité du courant, j'obtiens la valeur de HI. À partir du flux mètre, je relève la valeur de BI et je déduis donc la valeur de MI que je trace en fonction de H. La courbe que j'obtiens est celle-là, et la courbe en rouge. Vous constatez qu'au bout d'un certain moment, j'ai la saturation. Donc, une fois tous les dipôles magnétiques alignés, même si j'augmente le courant, même si j'augmente l'excitation, eh bien, il n'y a plus rien. Du moment où ils sont alignés, ça y est, donc l'aimantation ne change pas. L'aimantation correspond à l'alignement. Là, il n'y a aucun alignement à ce niveau-là. Ensuite, donc, les dipôles magnétiques s'alignent petit à petit, donc de proche en proche. Donc, ils s'alignent au-delà d'un certain H. Donc, on atteint vraiment
l'aimantation de saturation qui correspond à l'alignement de pratiquement tous les dipôles magnétiques, tous les moments magnétiques des domaines. Tous les moments magnétiques des domaines, donc elles s'alignent avec le champ. Voilà, donc la courbe M de H présente donc une asymptote qui correspond à la saturation. La valeur de MS est une caractéristique du matériau. Donc, il dépend de la température, comme on va le voir. Voilà, cette courbe s'appelle courbe de première aimantation. La valeur de MS, qui est l'aimantation de saturation, dépend du matériau, de la nature du matériau. Il dépend aussi de la température. Par exemple, à T égale à 300 K, température absolue de 300 K. Donc, pour le fer, voilà l'aimantation de saturation. Pour la C trompée, et ainsi de suite. Donc, quelle est l'unité de l'aimantation? C'est ampère mètre moins 1. C'est la même chose que l'unité de H, de l'excitation. Voilà donc la première courbe ou bien la courbe de première aimantation. Maintenant, on va voir le cycle d'hystérésis. Donc, MS dépend de la température. Il décroît très rapidement au voisinage de la température de Curie. La température de Curie, c'est la température au-delà de laquelle la substance perd son caractère, perd son aimantation. Si vous voulez vraiment désaimanter un aimant, eh bien, il faut le chauffer au-delà de la température de Curie, qui est la température TC. Alors, au-delà de cette température, la substance n'est plus ferromagnétique et il devient paramagnétique. C'est ce qu'on appelle la transition de phase ferromagnétique-paramagnétique. Et la température de la transition, c'est TC, c'est la température critique de la transition, aussi appelée température de Curie. Passons maintenant au cycle d'hystérésis. Voilà. En vert, là vous avez en couleur verte, vous avez la courbe de première aimantation. J'ai un matériau qui n'est pas aimanté que j'aimante pour la première fois. Voilà, point par point, j'augmente l'intensité du courant, donc j'augmente H. Au bout d'un certain moment, j'ai la saturation. Supposons maintenant que je décide de faire diminuer le courant par petits pas. Pas à pas, je diminue le courant. J'atteins la saturation et par petits pas, je diminue le courant. Alors, que faire? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un autre chemin de retour. Un autre chemin de retour. Ceci est dû à l'effet de mémoire. Un autre chemin de retour, voilà, petit à petit, je diminue le courant. Et à chaque fois, je relève la valeur de H et de M. Voilà. Voilà, vous avez le chemin de retour. Voilà. Arrivant à ce niveau-là, lorsque I est égal à 0, j'ai une aimantation résiduelle, MR. C'est une aimantation rémanente, résiduelle. Avant, pour H égale à 0, j'ai M égale à 0 et B égale à 0. Mais là, cette fois-ci, au retour, vous voyez, j'ai une aimantation qui n'est pas nulle. Au départ, pour H égale à 0, j'ai M égale à 0. Mais là, au retour, j'ai H égale à 0 parce que I, j'annule le courant électrique, donc, et j'obtiens, malgré ceci, une aimantation qui est rémanente, qui persiste, malgré le courant qui est nul. J'inverse maintenant le sens du courant, j'ai donc H qui s'inverse. Au bout d'un certain moment, pour une certaine valeur de H, j'ai l'aimantation qui devient nulle. Donc, elle est nulle pour H égale à H, c'est ce qu'on appelle le champ coercitif. Le champ coercitif, c'est-à-dire le champ qui tue l'aimantation. Il est appliqué dans le sens contraire. Donc, j'inverse la polarité de mon générateur pour avoir un H dans le sens contraire. Voilà. Et je continue donc, voilà, j'attends encore une fois la saturation de l'autre côté, dans le sens contraire. Et au retour maintenant, supposons que je décide maintenant de diminuer encore une fois l'intensité du courant pour l'annuler. Pour annuler le courant, j'ai un autre chemin. Vous voyez, le chemin de l'allée cette fois-ci. Donc, le chemin de l'allée encore une fois. Donc, c'est un autre chemin. Voilà. Lorsque I est égal à 0, j'ai une autre valeur de M, de MR. J'ai moins MR. J'ai une autre valeur. Donc, et ainsi de suite.
L'aimantation s'annule pour H égale à HC, donc c'est la même chose en valeur absolue, HC moins HC, donc, et ainsi de suite. Donc, c'est le chemin de l'allée. J'obtiens donc un cycle pour lequel le chemin de l'allée est différent du chemin de retour, ce qu'on appelle l'hystérésis. L'hystérésis, c'est-à-dire l'allée est différent du retour. Donc, je prends un matériau désaimanté, je l'aimante pour la première fois, il est caractérisé par H égale à 0, B égale à 0, M égale à 0. Donc, initialement, avant d'appliquer le courant, je fais toujours référence à cette, voilà, c'est l'expérience qui est utilisée, le bâti expérimental est celui-là. I égale à 0, donc pour un matériau qui n'est pas aimanté, I égale à 0, ça me donne H égale à 0, donc ça me donne M égale à 0. Mais s'il est déjà aimanté, voilà, s'il est déjà aimanté, voilà, donc quand on arrive à la saturation, donc je pars d'un matériau, je considère un matériau qui n'est pas aimanté, ou alors qui est vierge, ou alors qui est traité pour perdre son aimantation. La courbe que je trace, en augmentant progressivement le courant, l'intensité du courant, donc j'obtiens cette courbe-là, M de H. Arrivant à saturation, je décide maintenant d'annuler le courant, mais je ne l'annule pas donc, de manière brutale. Petit à petit, je constate que H, que la courbe M de H, donc, n'est plus la même que celle de l'allée. Lorsque maintenant le courant est nul, je m'attends à une certaine aimantation qui est nulle, mais en fait, non, elle ne s'annule pas. Il reste une aimantation qu'on appelle aimantation résiduelle. Pour l'annuler, je suis obligé d'inverser le sens du courant, d'inverser la polarité du générateur et d'aller dans l'autre sens. Donc, pour une certaine valeur de courant qui correspond à moins HC, j'obtiens maintenant une aimantation qui est nulle. Si je progresse maintenant, si j'augmente encore l'intensité du courant dans le sens contraire, eh bien, j'obtiens cette branche-là, j'atteins encore la saturation. Si maintenant je décide d'annuler le courant encore une fois, eh bien, voilà le chemin que j'obtiens. Pour H égale à 0, pour I égale à 0, j'obtiens une autre valeur, donc c'est MR, et ainsi de suite. Pour annuler l'aimantation, donc c'est au niveau de HC qu'il s'annule. Il ne s'annule pas en 0, il s'annule au niveau de HC. Voilà. En 0, j'ai moins MR, et ainsi de suite. Si de nouveau je décide donc de reproduire le cycle, donc c'est le cas par exemple lorsque j'applique une tension alternative, donc j'ai un va-et-vient. Voilà, donc, ce qui me donne donc un cycle. Ce cycle, on peut l'observer à l'oscilloscope, le cycle d'hystérésis. Il suffit donc d'aller sur Google, par exemple, cycle d'hystérésis, et vous pouvez tomber sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire des cycles animés, le cycle d'hystérésis de matériaux aimantés. Il suffit donc de taper cycle d'hystérésis de matériaux aimantés pour avoir plus d'informations. Vous pouvez tomber sur des animations qui montrent bien que l'on peut visualiser ce cycle à l'oscilloscope. Voilà. C'est le cycle d'hystérésis. Donc, c'est la caractéristique M de H ou B de H d'un matériau ferromagnétique. La courbe de première aimantation ne s'intéresse pas assez trop parce qu'il est éphémère. Donc, il est juste établi pour la première fois, mais après, donc, c'est le cycle d'hystérésis qui compte. Donc, voilà. Le cycle d'hystérésis qu'on obtient en courant alternatif. Voilà. Donc, le cycle d'hystérésis, c'est la courbe M de H ou B de H lorsque le corps ferromagnétique est déjà aimanté. La branche PQ, cette branche-là, correspond à H qui décroît de H max jusqu'à moins H max, moins HM jusqu'à HM. Elle est différente de la branche QP. Voilà, la branche QP et cette branche-là.
qui correspond à une valeur de H croissante de moins HM jusqu'à HM. On dit donc qu'on a hystérésis, c'est-à-dire le chemin de l'aller différent du chemin de retour. Lorsque H est égal à 0, l'aimantation M ne s'annule pas. Le matériau garde son aimantation, qui est l'aimantation rémanente ou bien l'aimantation résiduelle. Le champ correspondant, il est alors le champ B qui correspond à cette aimantation. Vous avez B est égal à mu0 fois M plus H. Donc H est égal à 0. Donc ce qui reste alors M c'est MR lorsque H est égal à 0. Et vous avez donc BR est égal à mu0 fois MR. Notez bien cette relation-là, elle est importante. Donc c'est le cas particulier. Donc vous avez toujours B. Voilà, vous avez B, vous avez H qui est égal à B sur mu0 moins M. Voilà. Et vous avez B qui est égal à mu0 fois H plus M. Si vous êtes en H égal à 0, vous avez M égal à MR. Voilà. Et vous avez donc B égal à mu0 fois MR. Voilà. Vous avez BR, c'est-à-dire le champ de l'aimant, le champ résiduel. Vous partez avec un aimant, donc vous enlevez votre bobinage et vous partez avec votre corps aimanté. Et bien le champ dans le corps de l'aimant à l'intérieur, donc c'est BR qui est égal à mu0 fois MR. La forme du cycle dépend de la température, de l'excitation, du maximum de l'excitation, et dépend de la nature du matériau. On va voir maintenant que les matériaux ferromagnétiques sont classés, on peut les classifier en deux classes. Il y a les matériaux durs, c'est-à-dire les fers durs. Ils ont une forte aimantation rémanente et un HC qui est très grand. Vous voyez bien, une forte aimantation MR ou BR, c'est la même chose. Donc, enfin, MR, c'est proportionnel. Donc, nous avons vu que MR, BR, c'est mu0 fois MR. Donc, c'est voilà, mu0 fois MR, c'est ça. Donc, les matériaux durs sont caractérisés par un cycle large. Pourquoi large? Parce que vous avez BR qui est grand et HC qui est grand. Voilà. Donc, on a quand même un aimant, vous savez tous, donc qu'il produit un champ important. Important quand même. Il produit un champ important. Donc, ce champ, c'est BR. En l'absence du courant. Donc, vous aimantez votre aimant pour fabriquer les aimants. On a le dispositif que vous voyez, c'est grâce au courant. Donc, on excite avec un courant. Une fois atteinte l'aimantation de saturation, donc j'enlève mon courant. Et en enlevant le courant, on le diminue, c'est-à-dire je fais comme ça, je suis ce chemin-là. Voilà. Lorsque I est égal à 0, j'enlève mon bobinage, et bien ce qui reste alors dans le corps du matériau, c'est MR, qui correspond, comme on l'a vu, à un certain BR. Voilà. Donc, les fers durs sont caractérisés par un cycle large. HC qui est grand, le champ qui est l'aimantation, si vous voulez, et un BR, un champ résiduel qui correspond à une aimantation résiduelle. Donc, BR pour l'acier, par exemple, pour l'acier ou certains de ses alliages comme les ferrites, donc vous avez BR qui est de l'ordre de 0,4 Tesla. C'est quand même un champ qui est important parce que Tesla, c'est une grande unité. Et vous avez HC qui est, vous voyez, c'est de l'ordre de kiloampère. Kiloampère mètre moins 1. Donc, c'est un HC qui est très grand. Donc, le cycle est très large pour un matériau dur. Alors, les matériaux durs, du moment où ils ont un BR et un MR qui est important, on les utilise pour fabriquer. Les fers durs sont utilisés pour fabriquer les aimants. Pourquoi? Parce qu'ils ont BR qui est grand et MR qui est grand. Contrairement au fer doux, voilà, vous voyez bien le cycle d'un fer doux.
C'est un cycle qui a un HC qui est pratiquement nul et BR qui est pratiquement nul. Donc, je ne compte pas sur un fer doux pour avoir un aimant. Parce que dès que H est égal à 0, dès que j'enlève mon courant, dès que j'enlève le bobinage, donc H est égal à 0, donc il n'y a plus rien qui reste. J'ai une faible aimantation et un faible BR. Voilà. Donc, un cycle qui est très étroit. Donc, pour un matériau doux, un fer doux, j'ai donc BR qui est pratiquement nul. Donc, je ne peux pas compter sur un fer doux pour fabriquer un aimant, parce qu'il ne retient pas, il ne garde pas son aimantation. Faites toujours référence à ceci. Voilà. S'il s'agit d'un fer doux, ce chemin passe comme ça, donc tout près de haut. Donc, le cycle n'est pas large, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose, donc un émère qui est faible, un HC qui est faible. Donc, pratiquement, j'ai une droite. Un segment de droite passant par l'origine. Il est linéaire dans cette zone et au-delà, j'ai la saturation. Donc, je peux l'exploiter dans la région de linéarité en tant que matériau LHI. Et je peux définir un μr. Voilà. Donc, la caractéristique d'un fer doux, c'est qu'il possède un μr qui est grand. Donc, posséder un μr qui est grand, donc c'est une aimantation forte, mais en présence du courant. Dès que le courant disparaît, donc j'ai B qui est égal à 0. Donc, c'est bien un milieu qui est linéaire. Dès que H est égal à 0, donc j'ai B qui est égal à 0. Même pour H important, donc j'ai donc une forte aimantation. Une forte aimantation, mais dépendant du courant. Contrairement au fer dur. Il garde une aimantation malgré l'absence du courant. Qu'il y a alors l'intérêt d'un fer dur, c'est de fabriquer des aimants, mais par contre, un matériau doux, il a une faible aimantation rémanente, mais il est utilisé du moment où il possède donc une forte perméabilité magnétique. Donc il génère une forte aimantation, mais en présence de courant. On les utilise donc dans les circuits magnétiques, les circuits de transformateurs, etc., et dans la fabrication d'électroaimants, c'est-à-dire des aimants dépendants du courant. Un électroaimant, c'est un bobinage sur fer doux. Voilà. On t'a déjà donné l'exemple d'un solénoïde comme ça. Un solénoïde, ça crée un champ. Donc, si le vide, il est enroulé sur du vide, donc ça crée un champ de l'ordre de millitesla. Mais si vous bobinez sur un fer doux, voilà, vous faites votre bobinage, le même bobinage, vous le réalisez sur fer doux, vous avez donc votre champ B qui devient B', qui est égal à 10 puissance 3 et plus, fois B. Voilà. C'est-à-dire, le champ en présence du fer doux, devient 1000 fois plus grand et plus que le champ du même solénoïde enroulé sur du vide. Donc, le fer doux est très important. Donc, c'est un matériau utilisé en électrotechnique parce qu'il permet donc de générer un champ qui est très, très intense. Voilà, vous n'avez qu'à voir la différence ici. Si vous avez un champ de 1 millitesla avec un enroulement sur le vide, le même enroulement sur une ferrite qui correspond au fer doux, donc va multiplier par 1000 votre champ. Donc, si vous avez 1 millitesla, vous aurez 1 Tesla, qui est une grande unité. Et plus, parce que là, vous avez μr qui part de 10 puissance 3 à 10 puissance 7000 par exemple, à 10 puissance 4, ça peut aller jusqu'à 10 puissance 4. Voilà, donc je crois qu'on va rencontrer quelque part. Voilà, quelque part ici. Donc là, vous avez une valeur numérique, 7000. μr égale à 7000 pour certains. Voilà, vous voyez, 7000, c'est-à-dire 7 puissance 3 pour un fer doux. Voilà.
mais il est défini dans la zone pour un alliage qu'on utilise pour les tôles de transformateur. C'est un fer doux à base de FeSi. Donc, vous avez un μR qui est de l'ordre de 7000. Donc, vous avez le champ, si vous enroulez un solénoïde ou bien un bobinage sur ce matériau-là, eh bien, vous aurez le champ qui est multiplié par 7000 par rapport à un enroulement sur du vide. Si vous avez ici du vide, vous avez 1 millitesla. Par contre, là, vous aurez 7000 millitesla, c'est-à-dire 7 Tesla. C'est un grand champ, c'est un champ qui est très fort. Donc, en résumé, un fer doux est utilisé pour avoir un électroaimant. Là, j'ai un électroaimant. J'ai un électroaimant. Voilà. J'ai un électroaimant. Électroaimant, c'est-à-dire un fort élément qui génère un champ qui est très fort, mais en présence du courant. L'électroaimant. Voilà. Un électroaimant correspond à un bobinage sur fer doux. Vous avez le fer doux. Voilà, il est caractérisé par une perméabilité qui est très très grande. Donc, des applications à cela dans les tôles de transformateurs et dans les circuits magnétiques en général. Dans les circuits magnétiques. Voilà, là c'est un résumé. Donc, vous avez pour les faire durer un cycle qui est large. C'est des matériaux qui ne sont pas des matériaux lâchés. Je n'ai pas le droit d'écrire que B est égal à mesure μr fois H pour un matériau dur. Parce que là, donc, la courbe ne passe pas par l'origine. Il comporte deux branches, une branche qui est éloignée de l'origine, qui est celle de dessous, la même chose pour celle d'en dessous, celle de dessus. Voilà, vous avez deux branches, la branche supérieure et la branche inférieure. Toutes les deux sont très très loin de l'origine. Je ne peux pas dire donc qu'elles peuvent passer ou bien tenter de les faire passer par l'origine, ce n'est pas possible. Donc c'est un matériau qui n'est pas linéaire. Les fers durs ne sont pas linéaires parce que leur cycle est large. Par contre, vous voyez bien le cas d'un cycle de matériaux doux. Vous avez MR qui est 0, pratiquement, HC qui est 0, donc vous avez cette courbe-là qui peut être approximée par un segment de droite passant par l'origine dans la région de faible excitation, correspond à moins H0, H0. En dehors de ce domaine, j'ai une saturation. Donc la région de linéarité, c'est la région correspondant à moins H0, H0. Donc, la caractéristique est linéarisable dans le domaine de faible excitation, dans l'intervalle moins H0, H0. Donc, quel que soit H appartenant à moins HM, HM, là cette fois-ci, donc le maximum, le minimum et le maximum, moins HM, donc c'est l'excitation, la plus petite excitation. Enfin, c'est pas en module, donc c'est pas en valeur absolue. Donc, c'est dans le domaine moins HM, HM, j'ai B de H qui est égal à mu0 fois M plus H. Mais dans le domaine moins H0, H0, j'ai tout simplement B égale à mu0 mu R fois H. Mu R, c'est la pente, c'est la tangente de l'angle que fait la droite ou bien le segment de droite avec l'axe des X. C'est tangente alpha. Mu R, c'est tangente alpha tout simplement. S'il s'agit là ici, c'est au lieu de M, j'ai B, B de H, eh bien, cet angle-là, sa tangente, ça correspond à mu R. Voilà. Ça correspond à mu. Ça correspond à mu0 mu R. B égale à mu fois H, donc c'est comme si vous avez une fonction linéaire, Y égale à A fois X, constante fois X. Donc là, la constante, c'est mu0 mu R. Si maintenant H appartient à l'intervalle 0HM, cette fois-ci, vous avez M qui est constante, qui est égale à MSC, c'est bien l'aimantation de saturation.
Donc, ce qui est en jaune, là, ce qui est ombré en jaune, c'est très intéressant. Quel que soit H dans l'intervalle moins HM, du moment où vous avez, ça correspond à une zone linéaire, une zone de linéarité, donc vous n'avez le droit que d'écrire B de H. Vous avez droit uniquement à B de H égale à mu 0 fois M plus H. Donc, vous n'avez pas droit à cette relation. Vous avez droit à utiliser cette relation dans l'intervalle moins H0, H0. Voilà. Mais maintenant, si vous êtes à l'extérieur, donc de la zone de linéarité, pour H appartenant à l'intervalle H0, HM, c'est-à-dire dans cette région-là, vous avez M qui est constante. Et si on vous demande d'écrire la relation qui relie B à H et à M, vous allez écrire B de H est égal à mu 0 fois MS plus H. Voilà, généralement, dans des examens, on pose ce genre de questions. Voilà, donc on se met dans un intervalle donné et on vous demande d'écrire la relation B de H relativement à chaque intervalle. Donc, si vous êtes dans l'intervalle moins HM, HM, vous n'avez droit qu'à cette relation. Entre moins H0 et H0, donc vous avez la linéarité. Vous avez donc votre matériau qui se comporte comme un matériau lâché pour des faibles excitations. Mais dans cette région-là, vous écrivez B de H dans la région H0, HM, vous écrivez B de H est égal à mu 0. Au lieu de M, vous mettez donc MS, qui est une constante, donc il dépend du matériau, on en a parlé, donc il dépend de la nature du matériau. C'est une constante qui dépend de la nature du matériau. Voilà donc en gros l'essentiel. Pour un fer doux, le domaine de linéarité, c'est moins H0, H0, donc les fers doux, dans ce domaine, peuvent être traités comme des matériaux LHI et vous avez le droit d'écrire que B est égal à mu 0 mu R H avec mu R qui est de l'ordre de 10 puissance 3, voire même plus, selon la nature du matériau. Donc, ça peut même dépasser cette valeur selon la nature du matériau. Voilà. On passe maintenant à une application des circuits, application des fers doux dans les circuits magnétiques. Là, je donne l'exemple d'un circuit magnétique. Il s'agit donc d'un transformateur, le noyau d'un transformateur. Un transformateur, vous savez tous que c'est deux bobinages, un bobinage primaire qui génère un flux et un bobinage secondaire qui exploite ce flux et le convertit en tension. Le bobinage qui crée le flux, c'est le bobinage primaire. Il le crée grâce à un courant d'intensité I appliqué par un générateur. Par contre, là, donc, il n'y a pas de générateur, il n'y a que le récepteur. C'est le bobinage secondaire qui convertit le flux en tension pour qu'il soit utilisé au niveau du récepteur. Donc là, on ne génère pas le flux, on le reçoit. Au niveau du primaire, le bobinage primaire, c'est un flux mètre, si vous voulez, il reçoit le flux. Il le convertit en tension qui permet d'alimenter le récepteur. Mais il ne génère pas le flux. Le générateur de flux, c'est le courant E1. Donc, c'est le primaire. La question, comment faire passer le flux généré au niveau du primaire pour le ramener au niveau du secondaire? Comment ramener le flux généré au niveau du primaire jusqu'au secondaire? Il faut un circuit magnétique, un canal qui canalise le flux, qui canalise les lignes de champ. Une ligne de champ générée au niveau du primaire peut facilement fuir et aller dans l'air. Mais si je bobine sur un fer doux qui est caractérisé par une forte perméabilité, cette ligne de champ va préférer le fer à l'air. Il va rester dans le fer. Pourquoi? Parce que le fer a une forte perméabilité. Donc, le fer a une perméabilité mu de 10 puissance mu R, 10 puissance 3. Et il a donc mu R, ou bien mu, c'est 10 puissance 3 fois mu 0. Voilà. Ça, c'est pour le fer. Par contre, l'air, mu pour l'air, c'est mu 0, tout simplement. Donc, l'air est moins perméable. Et moins perméable aux lignes de champ. Voilà. Donc, les lignes de champ, bien sûr, vont passer là, vont
préférer le milieu le plus perméable. C'est comme si vous avez, par exemple, une nappe en tissu et à côté, vous avez un tronçon en plastique et vous versez de l'eau. Eh bien, l'eau va choisir, bien sûr, le milieu le plus perméable, donc il va passer sur, il va donc préférer le tissu qui est perméable. Il va éviter l'imperméable et préférer le perméable. Donc, là, en comparant les deux, le vide est imperméable aux lignes de champ par rapport au fer. Donc, une ligne de champ générée au niveau du secondaire va préférer d'être canalisée dans le fer. Donc, le fer a une forte perméabilité. Cette forte perméabilité, il a donc deux intérêts. Un premier intérêt dans la canalisation et un second intérêt dans l'amplification du champ. Donc, un circuit magnétique est la partie ferromagnétique qui guide le flux magnétique d'un système électrique comme le transformateur. Voilà. Le flux généré au niveau du primaire donc, est véhiculé ou bien canalisé par le fer pour être ramené au niveau du secondaire. Les circuits magnétiques entrant dans la constitution des machines électriques comportent obligatoirement un entrefer. Un entrefer, on va voir pourquoi, c'est pour profiter du champ intense qui est généré généré dans le fer doux, ou bien qui est véhiculé, ou bien canalisé dans le fer doux. Pour en profiter, donc on a un entrefer. Donc, on distingue deux types d'aimants, des aimants et des électroaimants. Des aimants indépendants du courant, ce qu'on appelle des aimants permanents. La IARAT, on les appelle la IARAT, donc des aimants permanents. C'est des fers durs. Leur cycle est large, ils sont caractérisés par une aimantation même en l'absence du courant. Donc, ils produisent un champ BR même en l'absence du courant. Absence du courant, ça veut donc dire correspondant à H égale à 0. Donc, pour H égale à 0, donc, je bobine pour aimanter. Une fois désaimanté, donc j'enlève le bobinage et je pars avec mon aimant. Il est d'un fer dur, donc il garde l'aimantation. S'il s'agit d'un fer doux, donc il va perdre son aimantation aussitôt que I devient égal à 0. Voilà. Donc, les aimants permanents sont faits avec des fers durs et les électroaimants sont faits avec des fers doux. C'est-à-dire c'est des aimants qui produisent un champ intense, mais en présence du courant. Dès que le courant disparaît, donc vous avez l'aimantation qui disparaît. Comment calculer maintenant? Là, j'ai un circuit magnétique. Comment calculer B de H d'un circuit magnétique? Eh bien, on utilise de l'eau fondamentale, on utilise le théorème d'Ampère pour le vecteur H, et on écrit la conservation du flux. Le théorème d'Ampère pour le vecteur H donne la circulation de H selon de la ligne moyenne et je calcule H. H, il varie d'un point à un autre. Il est constant sur un cercle, centré en haut, à l'origine, centré sur l'origine. Mais il varie d'un point à un autre. Mais relativement, si on prend par exemple, si on considère un anneau, eh bien, ce qu'on appelle H, l'excitation de l'anneau, c'est l'excitation sur la ligne moyenne. C'est l'excitation moyenne. Mais bien sûr, H, il varie d'un cercle, il varie d'un point à un autre. Il est constant sur un cercle. Par exemple, la ligne moyenne, le H sur la ligne moyenne, c'est ce qu'on appelle le H du tore ou bien de l'électroaimant. L'excitation de l'électroaimant torique, donc c'est l'excitation au niveau de la ligne moyenne. Mais en fait, pour parler d'un électroaimant, il faut absolument un entrefer, parce qu'un aimant, si je le fabrique, c'est pour profiter de son champ. Par contre, dans le champ généré par le bobinage est véhiculé ou bien canalisé par le fer doux. Cette fois-ci, cet aimant, je peux en profiter. Il est inutilisable. Donc, il va rester confiné dans le corps du matériau
tu es obligé donc de créer un entrefer, de casser un bout, de réaliser une coupe, de manière à profiter du champ généré du champ généré et amplifié par le champ, et amplifié par le fer plutôt. Donc, je résume, pour étudier les propriétés d'un champ, enfin pour calculer les paramètres d'un circuit magnétique, c'est-à-dire B et H, tu utilises le théorème d'Ampère pour le vecteur H, pour déduire H, et j'écris la conservation de flux, et je déduis donc B et H. Dans cet exemple-là, j'ai un circuit magnétique torique, j'ai un fer 12 sous forme torique. C'est le cas de l'exercice 1 de la série 4. On vous demande de déterminer H selon la ligne moyenne de longueur L. Vous appliquez le théorème d'Ampère. H est constant sur la ligne moyenne. Vous mettez H à l'extérieur. Vous avez H qui est égal à I sur L. Donc, oui, I, c'est le courant réel. C'est le courant réel. On l'a sait. C'est le courant donné par le générateur. C'est le courant d'excitation. Maintenant, vous mettez au niveau d'une section donnée, vous calculez BS, il est le même partout, quelle que soit la section. Ici, vous avez la section qui est constante, mais vous pouvez avoir le cas où vous avez des sections qui varient d'un point à un autre du cercle magnétique. Mais dans tous les cas, vous avez BS qui est constant. Dans tous les cas, vous avez BS qui est constant. Donc, le flux est constant parce qu'il n'y a pas de fuite de ligne de champ. Tout le flux généré au niveau du bobinage reste canalisé dans le fer. Reste canalisé dans le fer d'eau parce qu'il est perméable aux lignes de champ. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir des fuites vers l'air. Donc, je termine H. Je sais que dans la région de linéarité, pour de faibles excitations, donc j'ai B qui est égal à mesure mu R fois H. Donc, j'ai donc B égale à mesure mu R fois N I sur L. Les fers 12 sont utilisés dans le domaine de linéarité. Maintenant, pour parler d'un électroaimant, j'ai besoin donc d'un entrefer parce que j'ai besoin de profiter de ce champ pour faire tourner l'arbre d'un moteur, par exemple. Donc, je crée un entrefer en réalisant une petite coupe. Et cette fois-ci, on me demande de calculer les paramètres du circuit magnétique. Là, j'ai 4 paramètres. BF et HF dans le fer, BA et HA dans l'air. Voilà. Le théorème d'Ampère, cette fois-ci, s'écrit le long de la ligne moyenne en ces deux circulations, la circulation dans l'air et la circulation dans le fer. L moyen, c'est LF plus LA. L moyen, c'est LF plus LA. Donc, L moyen, c'est LF plus LA. Et là, bien sûr, j'ai deux intégrales. Cette intégrale se scinde en deux intégrales, une intégrale sur LF et une intégrale sur LA. Alors, LA, pardon, LA, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, là vous avez LF, c'est cette longueur-là, et vous avez LA, c'est E, c'est cette longueur-là, LA. Donc LF, et là vous avez LA qui est égal à E. Voilà, on verra. Voilà. Voilà. Attendez là, donc.
Donc, vous avez L moyen est égal à LF plus LA. Voilà l'intégrale. L moyen, c'est L. Donc, vous avez ceci qui s'écrit sous la forme HFLF. Cette circulation, c'est HFLF plus HALA égale à LI. Le premier terme que vous avez ici, c'est HFLF. LF, c'est L moins E. HALA, c'est donc HA fois E. LA, c'est E. Donc, est égal à LI. Vous avez donc la première relation que vous écrivez. On écrit le théorème d'Ampère. Voilà la forme. Voilà, voilà le théorème d'Ampère, donc écrit pour ce tore avec entrefer. Donc, voilà ce qu'il donne. Et on écrit la conservation du flux. On écrit la conservation du flux. On écrit que B fois S est égal à constante. B fois S est égal à constante. Donc, la conservation du flux va me donner phi dans le fer est égal à phi dans l'air. C'est-à-dire que BF SF est égal à BA fois SA. BA, c'est le champ dans l'entrefer. BA fois SA. BA fois SA. Voilà. Si vous avez une coupe droite, à ce moment-là, vous aurez SF égale à SA. Voilà. Mais si vous constatez par exemple le cas de l'exercice 2 de la série 4, le cas de l'exercice de la série 4, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez donc une pointe au niveau de l'entrefer. Voilà. Vous avez une pointe. Voilà, vous avez votre circuit qui est comme ça. Voilà. Donc, vous avez cette fois-ci SF qui est différent de SA. Là, vous avez SA. Voilà. Vous avez SA. Donc, cette fois-ci, vous avez SF qui est plus grand que SA. Donc, on n'a pas toujours SF égale à SA, mais dans ce cas, dans le cas voilà. Dans ce cas-là, dans le cas du tore, donc on a SF égale à SA, donc on a B dans le fer est égal à B dans l'air. Par contre, là, non. Vous avez B dans l'air est plus grand que B dans le fer. Parce que vous avez BA, BF fois SF. Voilà. Là, vous avez SF, SF. Vous avez SF qui est plus grand que SA. Automatiquement, vous avez BA qui est plus grand que BF. Mais si vous avez la même section, vous avez BA qui est égal à BF. Voilà. C'est ça donc la signification de la conservation du flux. Voilà. L'indice F est pour le fer, l'indice A est pour l'air. Si SF égale à SA, tel que le cas ici, vous avez donc BF égale à BA égale à B tout simplement. Maintenant, BF, c'est mu0 mu R fois HF. BA, c'est mu0 fois HA. Et vous avez donc HA qui est égal à mu R fois HF. Voilà, on revient à la relation de départ. HF-LF plus HA-LA égale à LI. Voilà, vous remplacez donc HA par mu R fois HF et vous déduisez HF. Voilà, vous déduisez HF. Vous trouvez donc HA et vous avez BF égale à BA égale à mu0 fois HA. Ou alors mu R fois HF, c'est comme vous voulez. Donc, vous trouvez le même résultat. Donc, je répète, j'ai le théorème d'Ampère généralisé qui s'écrit sous cette forme-là. À partir de la conservation du flux, j'ai donc BF, SF égale à BA fois SA. Donc, si SF est égal à SA, sinon, s'ils sont différents, je les garde. Seulement, l'essentiel, c'est de remplacer BF par mu0 mu R fois HF, parce qu'on est dans le fer, et BA par mu0 fois HA. Et vous trouvez la relation qui relie HF à HA.
et vous la portez ici. Vous gardez une seule inconnue, soit HF, soit HA. Une fois trouvé les excitations, vous remplacez. Si vous voulez BF, c'est mu0 mu R fois HF. Si vous voulez BA, c'est tout simplement mu0 fois HA. Voilà. Et on trouve donc les paramètres, les 4 paramètres du circuit. On trouve les 4 paramètres du circuit. Je peux vous poser la question suivante, par exemple, comment traiter le cas suivant? Comment traiter ce cas si vous avez par exemple, voilà, un circuit magnétique sous cette forme-là. Voilà. Voilà, un circuit magnétique sous cette forme. Voilà, sous cette forme-là. Vous avez le même matériau, vous avez là la même section. Là, c'est un peu déformé. Donc là, je considère que la section est la même ici. Et là, c'est la même section. Donc, c'est S1, SF1 ou bien S1. Toujours dans le fer. S1. Et là, vous avez S2. Dans cette région-là, vous avez S2. S2 est plus grand que S1. Comment déterminer les paramètres de ce circuit, sachant que vous excitez avec un bobinage. Là, vous avez un bobinage avec NI, tour, N tour. Voilà. Comment déterminer les paramètres du circuit d'un tel circuit avec différentes sections? Comment déterminer les paramètres? Eh bien, vous avez le théorème d'Ampère que vous écrivez là. Vous avez, dans cette région, vous avez H1B1, H1B1. Et dans cette région, vous avez H2B2. H2B2. Voilà. Vous écrivez le théorème d'Ampère sur la longueur L1. Là, vous avez la longueur L1. Voilà. Vous avez H1. Là, vous avez la ligne moyenne. Là, la ligne moyenne, c'est L1. Dans cette région-là, la ligne moyenne, c'est L1. Et dans cette région-là, la ligne moyenne, c'est L2. Elles sont connues, les longueurs. Là, vous avez L1. Voilà. L1, ligne moyenne L1. Et là, la ligne moyenne, c'est L2. Eh bien, vous écrivez H1 L1 plus H2 L2 égale à N. Ici, l'application du théorème d'Ampère. Et vous écrivez que B1 S1 est égal à B2 S2. Oh là là, c'est encore une fois, donc, c'est bon. Pardon. Donc, il y a des fois des petits problèmes qui arrivent avec. Donc, vous écrivez B1 fois S1 est égal à B2 fois S2. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut écrire. Mais n'oubliez pas que B1, c'est mu0, mu R fois H1, B1, donc fois S1, est égal à B2, c'est mu0, mu R, H2 fois S2. Voilà. Vous avez une première relation et une seconde. Vous avez un système d'équations, deux équations, deux inconnus. Vous résolvez donc ce système, vous allez déterminer H1 et H2. Voilà. Une fois H1 est déterminé, vous avez B1 qui est égal à mu0 mu R. C'est le même matériau, c'est le même mu R, même matériau. Et s'il s'agit de matériaux différents, eh bien, cette fois-ci, donc, vous mettez mu R1, mu R2. S'il s'agit de matériaux différents qui sont associés, mais là, donc, on considère un même matériau. Donc, vous avez B1 qui est égal à mu0 mu R fois H1 et B2 qui est égal à mu0 mu R fois H2. Donc, voilà, vous voyez, c'est toujours le théorème d'Ampère généralisé qui est utilisé et la conservation du flux. Gardez bien en mémoire cet exemple, il est intéressant. Vous avez deux régions. Dans la première région de longueur L1 qui est connue, vous avez H1B1 et dans la seconde, vous avez H2B2.
Sur la longueur L2, vous avez H2B2, mais la section est différente. Vous écrivez votre théorème d'Ampère le long de la ligne moyenne H1L1 plus H2L2 égale à NI. Vous avez B1S1 égale à B2S2. Vous avez la même ligne moyenne pratiquement. Donc, ici, il est de longueur L1 et ici, il est de longueur L2. Voilà. C'est bon, vous avez des questions? Il y a aussi parfois où vous avez des circuits magnétiques avec des dérivations. Par exemple, il y a des situations ou bien des cas où vous avez, par exemple, un circuit magnétique avec dérivation. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un circuit magnétique avec dérivation, c'est le cas comme ça, par exemple, si vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, si vous avez ici le vide, 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 et le reste, vous avez du matériau. Voilà, vous avez votre matériau ici. Voilà. Là, vous avez le matériau. Et là, vous avez du vide. Et vous avez un bobinage comme ça. Vous bobinez ici. Et on vous demande de déterminer B dans cette région, dans celle-là et dans celle-là. Par exemple, le champ B dans chaque région. Là aussi, vous écrivez la conservation du flux. Vous avez le flux généré partagé entre phi2 et phi3. Donc, vous avez phi1 ou bien phi, tout simplement phi. Vous écrivez que phi est égal à phi1 plus phi2. Phi2 plutôt phi2 plus phi3. Phi égale à phi2 plus phi3. Vous avez la conservation du flux. Donc, maintenant, parler de H. C'est un peu compliqué, donc c'est des circuits un peu plus complexes. Comment déterminer les paramètres de circuit, de tel circuit? Celui-là moins complexe et celui-là plus complexe. Eh bien, cette fois-ci, il y a une technique. On profite de l'analogie circuit électrique, circuit magnétique. On utilise donc la relation d'Hopkinson. Donc là, je traite ça comme une association de résistance. Au lieu d'utiliser le terme résistance, je vais utiliser le terme réluctance. Alors ceci, je le traite comme ça. Je le traite comme ça. Cette partie-là, elle est l'équivalent d'une résistance. Voilà, R1. Et celle-là, ou bien R, tout simplement résistance R. Et là, c'est l'équivalent d'une réluctance R2. Et là, c'est l'équivalent d'une réluctance L3. Voilà, et je traite ça comme ça. R3. Donc, j'ai ici mon générateur. Voilà, un générateur, et je traite ça comme ça. Donc, au lieu de parler du flux, je vais parler du courant. Donc, j'ai I, par exemple, qui est égal à I1 plus I2, ça, à I2 plus I3. Là, j'ai I2 et I3. Donc, ça revient à I égale à I2 plus I3. Donc, au lieu de flux, je parle de l'intensité du courant. Et au lieu de NI, au lieu de E, de la force électromotrice, je vais parler de NI. Et je convertis donc mon problème. Au lieu d'avoir un problème magnétique, j'ai un problème électrique, d'où l'analogie électrique magnétique. Donc, c'est le théorème d'Hopkinson. Analogie circuit magnétique, circuit électrique. Réluctance d'un circuit magnétique. Je pars du théorème d'Ampère. Je prends la circulation le long d'une ligne moyenne. Je fais toujours référence, par exemple, à ce
à ce schéma ou à celui-là, c'est comme vous voulez. Faites référence à ce schéma ou à celui-là. La circulation de H le long de la ligne moyenne, vous savez qu'elle est égale à NI. Je remplace H, il s'agit d'un matériau d'un fer doux plutôt, dans le domaine de linéarité. Je remplace H par B sur S. J'enlève les vecteurs, je garde les modules, je remplace H par B sur S. Je multiplie, je me mets au niveau d'une section donnée, soit ici, soit là, peu importe, au niveau d'une section donnée. Ou alors, là, par exemple, c'est au niveau d'une section, n'importe quelle section, je me mets au niveau d'une section donnée, et cette section, je l'appelle S. Je multiplie par S et divisé par S, indépendamment du point. Et j'ai BS. BS qui est constant, c'est le flux. BS est constant, je le mets à l'extérieur, je l'appelle phi. Et j'ai donc phi fois l'intégrale de dl sur mu s, qui est égal à mi. Cette intégrale n'est rien d'autre que la réluctance, que je vais appeler réluctance du circuit. Donc R est égal à 1 sur mu intégrale de dl sur s. Vous la voyez, donc ça ne dépend ni de champ H, ni de champ B, ni de flux, ça ne dépend de rien. Ça ne dépend que de la nature du matériau et de la géométrie, et de S, et de la géométrie donc du circuit magnétique. Donc ça ne dépend que de ça. Ça ne dépend que de ça. Donc R, c'est 1 sur mu fois l'intégrale de dl sur S. Et j'ai donc R fois phi est égal à NI. NI, je l'appelle Fm, comme la force magnétomotrice. Donc R, au lieu de parler de résistance, je vais parler de réluctance. Au lieu de parler de I, je vais parler de phi. Au lieu de parler de force électromotrice, je vais parler de force magnétomotrice. Parfois, on met Fm comme force magnétomotrice. Et là, c'est l'équivalent de la loi d'Ohm. RI égale à E, ou bien égale à Fm, à la FEM. Donc, j'ai la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est RI égale à la force, à la FEM, force électromotrice. C'est la loi d'Ohm électrique. Et là, vous avez la loi d'Ohm magnétique. La loi d'Ohm magnétique. On ne l'appelle pas loi d'Ohm, on l'appelle loi d'Hopkinson. C'est Hopkinson donc, qui a eu l'idée de cette analogie. Mais en fait, c'est la loi d'Ohm magnétique. C'est la loi d'Ohm pour les circuits magnétiques. Donc, vous avez R, réluctance, qui remplace la résistance, fois le flux qui est égal à la Fmm. Fmm n'est rien d'autre que Ni, c'est Ni. Voilà. Vous avez donc R phi égale à Ni. R, c'est la réluctance. La réluctance ne dépend que de la géométrie, c'est exactement au même terme, même calcul que la résistance. Il obéit aux mêmes lois d'association que les résistances. Il obéit aux mêmes lois d'association que les résistances. Voilà. Maintenant, comment calculer le champ B connaissant la réluctance d'un circuit magnétique? Eh bien, il permet de déterminer le flux. Directement, je détermine le flux. C'est Ni sur R. Je calcule d'abord la réluctance, parce que si je connais la longueur et les sections, je connais la réluctance. Donc, phi est égal à Ni sur R, et on en déduit le champ B, qui est égal à Ni sur RS. Voilà, parce que, en fait, phi c'est B fois S. Voilà, donc, B, c'est Ni sur R fois S. Donc, c'est très pratique de travailler avec les réluctances parce qu'ils obéissent aux mêmes lois d'association. Un exemple, donc, tore avec contrefer. Ce que vous avez vu, donc, le tore avec contrefer, donc, c'est le cas de l'exercice. Enfin, c'est le cas de l'exercice 1 de la série. Donc, c'est ce cas-là aussi, donc, loi qu'on avait traité. Donc, on a le circuit magnétique, on a réalisé une coupe. Voilà, on a réalisé une coupe.
Je vais tout de suite réaliser une coupe. Voilà, pour profiter du champ magnétique. Là, voilà, je réalise une coupe, mais une coupe de faible épaisseur. Une coupe de faible épaisseur. Voilà. Voilà. Je choisis donc les mêmes sections. J'ai mon bobinage. Donc, j'ai E. Si E est très grand, je vais avoir fuite de ligne de champ. Je ne vais plus avoir droit à la conservation du flux. Mais là, E, c'est faible. E est très, très petit devant la ligne moyenne. Devant la longueur de la ligne moyenne. J'ai donc N, NI. Voilà. Alors maintenant, comment déterminer les paramètres qu'on avait déjà déterminés avant? On va les déterminer en utilisant la réluctance. Je commence par calculer la réluctance. La réluctance, c'est la réluctance dans le fer plus la réluctance dans l'air. Donc, j'ai donc cette partie-là qui est associée en série avec celle-là. J'ai donc le tronçon de l'entrefer qui est associé en série avec voilà le tronçon dans le fer, avec la partie correspondante à l'anneau, donc la partie ferromagnétique. J'ai la partie ferromagnétique qui est associée en série avec l'air, avec cette partie-là. Eh bien, quelle est la réluctance? J'ai donc la réluctance totale, c'est RF plus RA. R, c'est les mêmes lois d'association que les résistances. Donc, R, c'est RF plus RA. C'est quoi RF? C'est l'intégrale de 1 sur mu, intégrale de dl sur S. S c'est constant. Si S c'est constant, eh bien, je peux le mettre à l'extérieur. Donc, c'est tout simplement 1 sur mu, c'est-à-dire mu 0 mu R, fois L, c'est-à-dire LF, sur S, cette section-là. S'il s'agit de sections différentes dans le fer, je vais mettre LF1 sur S1 plus LF2 sur S2. S'il s'agit de différents matériaux, par exemple, je peux mettre la mu R1 dans cette région plus mu R2, ça dépend. Donc, j'ai le choix. Donc, peu importe, je peux traiter n'importe, même s'il s'agit d'une association de matériaux ferromagnétiques de différents mu. Donc, chaque région a sa longueur, a sa section et a son mu R. Mais là, du moment, donc, dans ce cas-là, j'ai un seul mu R, une seule section pour le fer. Voilà. Pour l'air, j'ai donc 1 sur mu 0. L'air, c'est 1 sur mu 0. LA sur SA. Donc là, c'est SF. Voilà. Si SF est égal à SA, tel que le cas ici, je mets simplement S. Et je calcule donc ma réluctance. Vous voyez, j'ai tout ça, c'est donné. C'est une donnée du problème. Une fois la réluctance est connue, je détermine le flux qui est constant. Donc, phi, j'ai donc R équivalente, ça c'est R équivalente, c'est l'association, R équivalente fois I, fois phi plutôt, est égal à la FMM, elle est égale à MI. Je déduis donc mon flux, phi, qui est le même ici et là parce qu'il est conservé. Phi, c'est NI sur R équivalente, sur la réluctance équivalente. NI est connu, la réluctance est connue. Je déduis donc phi, c'est B fois S. B fois S. Si je suis dans le fer, je mets BF fois SF égale à NI. Donc BF SF égale à NI sur R équivalent, c'est la même chose, c'est le même résultat, le flux est constant. J'écris aussi ça qui est égal à BA fois SA. Voilà. Donc, si SA est différent de SF, j'ai donc BF qui va être différent de BA. Mais j'ai la valeur. Il suffit donc de remplacer ça, c'est connu. SF est connu, SA sont connus. Donc, je détermine BF et BA. Vous voyez, c'est très simple. Et si j'ai besoin de H, je connais la relation HA est égal à B0 égal à BA plutôt. HA égale à BA sur mu0. HF égale à BF sur mu0 mu R. Voilà. Voilà, c'est bien ce qu'on a ici. C'est les mêmes résultats que ce qu'on avait trouvé par calcul direct en utilisant les deux, en écrivant le théorème d'Ampère et la conservation de flux. C'est un peu compliqué,
C'est un peu long, mais là, c'est très simple avec la réluctance. La réluctance ne dépend que de la géométrie du circuit et de la nature du matériau. Ça ne dépend que de la géométrie. Je calcule ma réluctance, je déduis directement le flux. Et dans chaque région, si par exemple SF est différent de cette région-là, si j'ai SF1 dans cette région SF1 et dans cette région SF2, eh bien, je mets simplement BF1 SF1 égale à MI sur R équivalente. Voilà. À ce moment-là, dans le calcul de la réactance, je dois tenir compte de S. Ce n'est pas le même S donc, parce qu'il s'agit d'une intégrale. Il s'agit donc R, c'est 1 sur mu, si vous voulez, donc R d'une manière plus générale. Donc, c'est l'intégrale de PL sur mu S. Sur mu S, voilà. C'est-à-dire mu 0, mu R. Mu 0, mu R. Mu 0, à la limite, on peut le mettre à l'extérieur, mais il y a mu R qui peut dépendre si, par exemple, vous avez une région, vous avez différents matériaux qui sont juxtaposés. À ce moment-là, donc, il faut subdiviser ou bien scinder l'intégrale en plusieurs pour tenir compte de chaque longueur correspondant au mu R donné. Voilà. Si vous avez mu R qui varie donc un tronçon avec un mu R1, un tronçon avec mu R2, donc faites bien la différence. De toute façon, ça obéit aux mêmes lois d'association que les résistances. Voilà, ainsi on obtient donc, en utilisant le théorème d'Hopkinson, c'est une alternative importante qui permet donc de traiter n'importe quel circuit magnétique. Là, par exemple, c'est quoi R équivalente. Là, vous avez la réluctance de cette partie-là. La réluctance de cette partie-là, c'est très simple. C'est L1 sur mu fois S1. S1, c'est cette section. Je suppose être la même que celle-là et celle-là. Voilà. La réluctance de cette partie-là, R2, c'est 1 sur mu fois L2 sur S2. La réluctance de cette partie-là, c'est 1 sur mu, s'il s'agit du même mu, fois 1 sur mu, fois L3 sur S3. L3, c'est cette longueur-là. Voilà. Et S3, c'est cette section. Je suppose donc qu'elle est identique partout, donc elle est la même. Donc S3. Bon, je suppose que c'est la même chose. Sinon, donc je dois faire la différence entre L3, ça va être L3.1 et L3.2. Donc, s'il y a des sections qui sont différentes, si les sections, par exemple, changent ici, eh bien, je dois prendre celle-là insérée avec celle-là, la réluctance de cette partie plus la réluctance de celle-là. Voilà. Voilà. Et vous avez donc les lois d'association. Vous avez R1, vous avez R1, R2, R3. Là, vous avez R1, R1, R2 et R3. Vous avez donc R équivalente, c'est R1 plus R2 parallèle R3. Voilà. Je vous rappelle que R1, c'est 1 sur mu fois L1 sur S1. R2, c'est 1 sur mu fois L2, cette longueur-là sur S2. R3, c'est 1 sur mu fois L3 sur S3. Voilà. R1, c'est 1 sur mu fois L1 sur S1. L1, c'est cette longueur-là. Et S1, c'est cette section. Je suppose que la section est la même partout. Donc, le schéma n'est pas tellement bien fait. Donc, je suppose ici que cette section est la même que celle-là. Et que cette section est la même que celle-là et celle-là. Voilà. R2, c'est 1 sur mu. Mu, c'est mesurons mu R. L2 sur S2. R3, c'est 1 sur mu fois L3 sur S3.
Voilà. S'il s'agit, maintenant cette partie-là est faite d'un autre matériau, je vais mettre 1 sur mu3 ou 1 sur mu2. Bon, si c'est dans chaque région mu diffère, eh bien, je vais mettre les valeurs correspondantes. Mais là, je suppose que c'est le même matériau pour simplifier. Et là, vous faites donc R équivalente, c'est R plus R2 parallèle R3. Donc, c'est R plus R2 fois R3 sur la somme. C'est les mêmes lois d'association que pour les résistances. Et vous déduisez donc R équivalente. Maintenant, c'est quoi le flux principal? Une fois ayant R équivalente connue, je déduis le flux principal, phi P. C'est le flux dans cette région. C'est phi. Comment déterminer phi? C'est ce flux-là. Phi. Phi, c'est NI sur R équivalente. C'est le flux principal. Voilà. Le connaître, ça me permet de déterminer B dans cette région, B sur S. B, enfin, phi sur S, ça donne B dans cette région. Maintenant, comment déterminer le flux phi2 et phi3? Comment déterminer phi2 dans cette région? Comment déterminer phi2 dans cette région? C'est phi2. Et dans cette région, c'est phi3. Comment les déterminer? Dans cette région-là, à côté du bobinage, c'est phi. Phi bobinage, donc je peux le déterminer. Donc phi, c'est NI sur R équivalente, c'est le flux total délivré par le bobinage. Délivré par le bobinage, donné ou bien généré par le bobinage. Donc c'est le flux total généré par le bobinage. Je le détermine, c'est NI sur R équivalente. Maintenant, comment déterminer phi2 et phi3? Le flux dans cette région et dans celle-là, comment les déterminer? Eh bien, vous avez la loi d'Ohm magnétique, c'est la loi d'Hopkinson, qui vous dit que R2 phi2 est égal à R3 phi3. Donc, vous avez R2 phi2, c'est RI. Vous avez RI, R2 I2 égale à R3 I3. C'est la même DDP, c'est la même chose. C'est la DDP magnétique, donc c'est la loi d'Ohm magnétique ou la loi d'Hopkinson. Vous avez R2 phi2 égale à R3 phi3. Voilà, c'est la première équation. La seconde, vous avez phi2 plus phi3 égale à phi. Phi, vous le voyez, il est connu. Phi, il est déjà déterminé, connu. Il est déjà déterminé, déjà déterminé. Dans l'équation 1. Équation 1. Donc, équation 1. Voilà, il est déjà déterminé donc, dans l'équation 1. Voilà, vous résolvez donc votre système et vous déduisez phi1, phi2 et phi3. Une fois phi2 est connu, vous divisez par S2 pour avoir B2 et vous divisez par S3 pour avoir phi3. Voilà. Vous divisez, pardon. Une fois phi2 et phi3 déterminés, vous divisez donc par S2, phi2 par S2 pour avoir B2 et phi3 par S3 pour avoir phi3. Donc, le flux principal généré par le bobinage, il est déterminé en remplaçant par R équivalente, c'est NI sur R, avec R, c'est R équivalente. R équivalente, c'est l'association, les mêmes lois d'association que la résistance. Voilà. Et ainsi, on détermine donc tous les paramètres du circuit. Si B est connu maintenant, si vous voulez H, donc il suffit, donc, vous avez B égale à mu0 mu R fois H. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà pour terminer les circuits magnétiques. Donc, on les termine par l'énergie magnétique. C'est dans une région de l'espace, vous avez BH qui sont connus. Dans un élément de volume, vous avez BH qui sont connus. Donc, cet élément de volume, sachez qu'il localise une certaine énergie magnétique qui est égale à 1 demi B scalaire H. Et si vous voulez l'énergie magnétique dans un volume donné, c'est l'intégrale de la densité d'énergie magnétique. Je passe rapidement parce que vous avez déjà vu ça en S3. Donc, la densité d'énergie magnétique, c'est 1 demi fois BH. Voilà. 1 demi fois BH.
S'il s'agit d'un milieu linéaire maintenant, la densité d'énergie magnétique, vous remplacez H par B sur mu0 et vous aurez donc un demi mu0 fois H carré. Nous avons traité, bon, un exemple, bon, voilà. On vous demande par exemple de déterminer l'énergie magnétique emmagasinée dans un solénoïde. Vous connaissez la self du solénoïde. Donc, un solénoïde, l'énergie magnétique d'un solénoïde. Voilà, vous connaissez la self L connue, self. Donc, W ou bien EM, l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI carré. LI carré. Alors, le même résultat, vous le trouvez en intégrant. Vous avez EM qui est égal à l'intégrale de 1 demi BH des taux sur le volume du solénoïde, sur le volume à l'intérieur du solénoïde. Volume renfermé par le solénoïde, bien sûr en considérant le cylindre fermé par les bases, par le solénoïde asperjointif. Par le solénoïde asperjointif, donc vous intégrez, vous trouvez le même résultat. Donc ça, c'est déjà, donc vous n'avez qu'à intégrer donc sur le volume 1 demi fois B, c'est mu0 NI sur L, s'il s'agit d'un solénoïde infini. Donc H, enfin c'est B carré sur mu0, B carré sur mu0, voilà. Voilà. Des taux, donc c'est S, c'est la section fois L, fois L. Voilà, et vous trouvez le même résultat. Donc vous trouvez le même résultat. Voilà. Donc, là où il y a des lignes de champ, vous avez une énergie magnétique qui est rayonnée. Pour la calculer, vous utilisez la densité d'énergie magnétique. C'est exactement la même chose que pour ce qu'on a vu pour les milieux électriques. Là où vous avez des lignes de champ magnétiques, vous sachez que vous avez une énergie qui est rayonnée. Si vous voulez calculer l'énergie rayonnée dans un volume donné, vous utilisez la densité d'énergie volumique que vous intégrez sur le volume, sur votre volume, et vous aurez donc l'énergie magnétique. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à l'écoute si vous avez encore des questions. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez des questions? Des questions, non? Vous êtes fatigué. Bon, sur ce se termine donc notre cours sur les milieux aimantés. Il reste la troisième partie qui portera sur la propagation des ondes électromagnétiques dans la matière et dans les guides d'ondes. C'est une partie qui est très intéressante, qui va demander 3 séances. Eh bien, on profitera donc de la seconde séance, donc de la séance comme celle d'aujourd'hui. On profitera donc pour terminer donc, notre programme. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, encore une fois, donc on aura 2 séances de cours. Donc, dans une première séance, on traitera donc la propagation dans la matière, c'est très intéressant. Et dans la seconde, on essaiera de traiter les guides d'ondes. Si on est pressé par le temps, eh bien, on fera la même chose pour la dernière semaine de cours, qui est la semaine d'après. Donc, on organisera encore une fois 2 séances. Comme ça, donc, on terminera tout et en même temps, on va traiter la série 5 sur la propagation. Alors, concernant la série 5 et le fascicule de la troisième partie, donc, il va être déposé, donc je vais le déposer dès demain à l'UNT. Il sera en même temps déposé à la mécano, donc pour les gens qui sont intéressés par des versions papier. Donc, vous aurez tous les séries et les fascicules, ainsi que le polycope de TP. Donc, vous aurez tout ça à l'UNT et en même temps à la mécano en version papier. Donc, je vous souhaite bon travail, donc bonne chance et reposez-vous. Je sens que vous êtes très fatigué, donc ça se comprend, mais ça ne va pas persister. Donc, le programme donc, va se terminer dans 2 semaines, donc vous aurez tout. Et vous aurez l'arrêt des cours, donc je pense le 5 juin.
Voilà, donc ça va être une autre étape. Donc, je vous souhaite bon travail, bonne chance et à la semaine prochaine, Inch'Allah.